Et c'est un peu ce qui arrive quand tu es au tout début de ta boîte. Faire des 90 heures non-stop à sacrifier les comptes bancaires, les amis, ma copine aussi, parce que du coup en fait tu penses qu'à une seule chose. Tu penses que tu as plus d'idées? Je pense moins, parce qu'en fait il y a toutes celles qui sont automatiquement éliminées par le fait que ah ouais mais non. Je sais pas qu'est-ce qu'ils penseraient les jeunes, notre version à nous de 22 ans, 23 ans, à nous regarder aujourd'hui, dirait les vieux cons. Il est où le gars qui allait arracher le marché en pensant qu'il allait être le nouveau LinkedIn? Tarek est un pur entrepreneur. Il a fait partie des pionniers de l'escape game. Il a le plus gros escape game de Bordeaux, mais il a aussi lancé Virtual Room Bordeaux, Urban Quest et dernièrement Rush Action Game. Il lance une franchise. C'est un entrepreneur papa, il attend son deuxième enfant. On s'est tout de suite retrouvé de par nos histoires avec un démarrage dans la vie entrepreneuriale très jeune. On se pose la question aussi de si c'était à refaire, est-ce qu'on le referait et en quoi cela serait différent avec notre expérience aujourd'hui. Tarek m'a beaucoup inspiré par l'équilibre entre un esprit de conquête et de prise de risque et en même temps sportif, relationnel et beaucoup de place aussi pour sa famille. Je pense que cette interview va vous inspirer. Bon visionnage. Tarek, t'es papa d'un enfant, il y a un deuxième qui arrive. Et dans une de tes interviews, tu dis « Je suis aussi papa de 4 entreprises ». Et ça, c'est pas courant de dire, alors je pense que c'était pour la petite blague, dire « Je suis papa d'entreprise » en fin de compte. Aujourd'hui, tu sais, on dit le management paternaliste, il faut surtout pas faire ça. Mais d'une certaine manière, en fait, on enfante nos boîtes. Est-ce que tu le pensais vraiment ? Alors oui, je le pensais vraiment, mais plus avec la comparaison et la métaphore, tu sais, de l'enfance après l'adolescence et l'âge adulte. Ouais. Et en fait, c'est parce que certaines boîtes sont encore à l'état de bébé. Ouais. Et on en a pas mal qui commencent à être ados / presque adultes. Donc prêts à quitter le nid alors. Prêts à quitter le nid. Et on les a accompagnés. Et du coup, notre job avec JB notamment, mon associé qui est sur toutes les boîtes, c'est de faire en sorte qu'il y en ait qui passent l'âge adulte. Et on sera très content d'avoir des enfants qu'on regardera un peu de loin, tu vois, okay. Avec de plus en plus d'autonomie. Donc en fait, c'était pour la blague et évidemment qu'on n'essaie pas de créer une culture d'entreprise à la dictateur, à la grand-père qui est présent tout le temps au-dessus de l'épaule, tu vois. Ouais. Donc c'était pas ça le but, c'était plus la comparaison avec les différentes étapes. Et en même temps, tu vois, je trouve, enfin je sais pas comment toi tu le vis, mais une entreprise, il y a un rapport parfois charnel en fait. Quand on a mis toute notre énergie, notre sueur dedans, en écoutant tes interviews, je vois que on va en revenir plus tard, mais on a vécu un peu les mêmes étapes de la création de boîtes en mode coloc, où tu mets tout dedans, tu vois, tu même mets trop. Ouais, trop. Derrière moi, je crois que c'était Gérald que j'entendais qui disait, il donnait des conseils à un entrepreneur, il disait, t'es trop amoureux de ta boîte pour qu'elle réussisse. Et je pense qu'il y a un peu de ça parfois avec nos boîtes, il y a un rapport comme avec nos enfants, quoi. Toi, tu ressens ce truc-là ou t'es assez détaché ? En vrai, je pense qu'on est un peu détaché parce que moi, j'adore l'entrepreneuriat, mais pas forcément le secteur dans lequel on évolue. Ok. Alors, c'est un peu paradoxal parce que souvent, on dit que le loisir, c'est un secteur de passionnés. Ouais. Et très souvent, des boîtes dans le loisir, divertissement ont été des gens qui, à la base, étaient des grands passionnés de jeux, par exemple. Limite un peu, tu vois, des geeks. Ouais. Et nous, on n'a pas trop ce profil-là avec JB. Nous, ce qui nous est kiffé, c'est créer un truc de nos mains, de zéro, pour voir un peu, limite, se prouver à soi-même. Est-ce qu'on peut le faire, tu vois, on a vu des gens le faire. Est-ce que nous, on pourrait pas le faire? Et en fait, moi, demain, si tu me dis j'arrête toutes les boîtes dans le loisir, il faut faire autre chose, je pense qu'on en serait capable. Ouais. Parce qu'on n'a pas forcément un lien ultra attaché avec le milieu. Alors après, on va pas se mentir, c'est quand même plus cool de faire du loisir et du divertissement que de la logistique. Ouais. J'ai rien contre nos amis logisticiens, mais tu vois, si on n'est pas à la tête d'une boîte avec juste des camions qui transportent des trucs d'un point A à un point B. Je schématise, parce que ça doit être bien plus compliqué que ça. Mais c'est cool parce que le milieu dans lequel on évolue est cool. Ouais. Donc pour la communication, notamment, si tu veux faire un peu de personal branding, parler un peu de tes escapes, de la partie un peu création. T'es un produit quand même qui est très sympa quoi. Et très original. Ouais. Okay. Mais du coup, le fait que t'es pas un passionné, ça fait que t'as eu un rapport sain avec ta boîte, quoi. Oui, parce que du coup, on l'a vu comme une boîte et pas comme une passion. Et par contre, c'est vrai que j'adore le jeu quand même. C'est parce qu'il faut quand même avoir un minimum, parce qu'on est quand même là pour créer les jeux, pour surveiller le niveau de nos expériences immersives. Donc si tu t'intéresses pas du tout à ça, tu finis par proposer un produit qui est nul. Ben oui, c'est ça. Donc ça, alors au début, tu disais que tu vois l'entreprise un peu comme le bébé, après ça se met à marcher
préadolescence, adolescence et âge adulte. Comment tu ferais comment dire, le transfert avec les étapes des boîtes? Comment tu sais que là, tu viens de passer une étape? Ça m'intéresserait que tu racontes les... Au tout début, quand t'es jeune papa et que t'as un nourrisson à la maison, l'énergie du couple, elle est focus 100% du coup sur le bébé qui est là. Et c'est un peu ce qui arrive quand t'es au tout début de ta boîte. Ouais. J'ai le souvenir avec JB, on a dû faire des 90 heures non-stop à sacrifier les comptes bancaires, les amis, potentiellement moi à l'époque ma copine aussi, parce que du coup en fait tu penses qu'à une seule chose. Ouais. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres places pour autre chose, et en fait c'est la réalité de ce que tu as quand tu as un bébé entre 0 et 6 mois, c'est exactement ça. Tu dors pas, voilà, donc le parallèle se fait bien. Après tu as la phase peut-être enfance où là du coup tu vas commencer à structurer. Ouais. Donc l'histoire quand même de l'éducation, peu importe l'éducation que tu choisis, mais tu essaies de mettre des bases pour lui permettre après ton enfant d'utiliser les codes que tu lui as donnés. Donc là c'est la phase, on va dire, un peu de croissance de nos différentes boîtes. Et après tu as la période délicate de l'adolescence potentiellement, où tu vois, et t'en parlais un peu dans un post LinkedIn, où tu dis il commence à s'éloigner, puis si en fait tu raccroches pas les wagons avec des choses que eux vivent, ça y est, il y a peut-être un fossé qui est en train de se créer. Donc ça, pour les entreprises, ça pourrait être nos employés commencent à monter, ils se rendent compte qu'ils font des trucs sans nous, que nous on est de moins en moins opérationnels et qu'on fait un peu plus que de la stratégie. Mais si ça ils le voient pas, ils se disent ça y est, papa et maman entre guillemets nos boss, ils sont plus là, tu vois. C'est ça, c'est paye quand même mes abonnements, ma bouffe, mes sorties. Par contre, me fais pas chier, quoi. Exactement. Et du coup, à l'envers du décor, on le voit pas, parce qu'il y a quand même une routine qui permet tout ça de fonctionner, tu vois. Donc ça, et à la toute fin, l'idéal étant le mode adulte, où là, tu n'es plus qu'un pilote lointain ou une aide, en tout cas, qui peut être activée. Et alors sur Escape Hunt, notre plus ancienne boîte qui a 10 ans cette année, on tend vers ça. Parce que du coup, les gens, on a des employés qui sont là depuis plus de 5 ans. Ah oui. Et on a un turnover quasi proche de 0. Donc il y a des gens maintenant, ça y est, qui arrivent aux manettes et qui savent faire beaucoup de choses dans la boîte. Et c'est top. Parce que nous, on pilote, on fait des réunions plutôt stratégie où on va calibrer avec des OKR toutes les fonctions dans chacune des parties de la boîte. Mais foncièrement, il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi maintenant à l'opérationnel. Je suis plus le meilleur animateur, je suis plus le meilleur mec à l'accueil avec le smile, avec tous les process. Aujourd'hui, tu me fais revenir à l'accueil, je suis peut-être pas le meilleur des salariés. Alors sur un coup d'éclat, on a le bagou, donc forcément quand même sur des choses, mais genre il y a plein de choses, les process je les ai plus. Donc ça, je trouve que le parallèle, franchement en vrai, il se tient bien. Ok. Bon après, on va pas aller jusqu'à un truc morbide pour aller calculer jusqu'à la mort, la dépendance. Est-ce que tu mets ta boîte dans une EHPAD, mais c'est vrai que comprendre. Moi, c'était dans une conférence de Tony Robbins que j'avais fait qui s'appelle Business Mastery, où il expliquait les différentes étapes de développement d'une entreprise et il reprenait un peu ses parallèles. Et lui, le moment entre l'adolescence et puis l'âge adulte, il disait que c'était un moment dangereux souvent pour les entrepreneurs parce que du coup, c'était un moment où il fallait de la structure, il fallait de l'autonomie et tout ça. Et que là, c'était souvent le moment où le visionnaire, il décrochait. Parce qu'il dit putain là c'est plus ma cam et tout. C'est exactement ce que tu dis. Il y a une volonté d'indépendance. Sauf qu'en fait, il y a un moment en fait, s'il n'y a pas le visionnaire, il décroche vraiment. En fait, du coup, il manque le feu. Parce que le visionnaire, il fait chier quand tu es en train de structurer. Mais par contre, c'est lui qui donne la vie. Qui fait que les gens restent en se disant waouh putain, bon il nous fait chier, mais qu'est-ce qu'on aime quand il est là, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Et je trouvais ça assez intéressant. J'ai toujours gardé en tête, tu vois, en me disant il faut pas que je décroche, et en même temps c'est hyper dur. Toi tu ressens ce truc là ou il faut pas le perdre de vue, t'as raison, parce que nous on peut pas une boîte de loisirs, c'est pas juste des chiffres avec un résultat net à 10% que t'arrives en fin d'année, c'est que il faut se renouveler. Le marché, tu vois, il est très actif. On a commencé avec de l'escape game, il y a maintenant de la VR, de la réalité virtuelle, il y a des action games, il y a un certain nombre de choses qui pop tous les mois. Et en fait, si on se dit juste chaque année ce qui a présagé dans le passé va être l'année suivante, c'est pas vrai. Et nos salariés, ils attendent ça de nous. Parce que ça, pour le coup, c'est le seul truc qu'on peut pas donner à nos enfants, entre guillemets. C'est la décision de réinvestir dans une nouvelle salle dans 3 ans, de créer un nouveau produit, de changer les salles pour qu'elles soient au niveau du marché. Ça, il n'y a pas grand monde qui peut le faire dans la boîte à part nous. À moins de donner complètement en fait Oui, après tu laisses diriger quelqu'un. Est-ce que le monde du loisir, c'est quand même assez stable, parce que 10 ans c'est quand même hyper long en fait pour une boîte comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, si là demain tu laissais les clés à un gérant,
tu penses que dans 10 ans, en laissant ou en sortant un peu des nouveaux jeux, ce sera encore là ou il faut quand même beaucoup d'énergie pour le maintenir en vie? Non, je pense que ça serait encore là. Surtout que là, forcément, il y a les salaires des dirigeants qui sont un poids forcément pour la boîte. Et qu'on attend des dividendes tous les ans. Donc en fait, si tu optimises un peu et que tu sors en gros des gérants de ça et que tu fais monter un manager à ton rôle, à ta place, en lui laissant un peu des principes d'Astrat, en vrai, je pense que ça se fait. Et en fait, la longévité des escape games, moi j'y crois beaucoup parce que quand tu regardes dans le loisir, il y a eu les laser games ou les bowling, ça fait plus de 20 ans. Et alors, ils marchent encore. Et ils marchent encore en vrai. Tu vas dans des lasers à Paris, ça continue d'ouvrir. Parce qu'en fait pour les enfants il n'y a pas 36 trucs à faire, donc c'est un des trucs encore qui est bien plébiscité par les jeunes enfants et les ados, et le bowling en fait ça reste quand même un truc, alors ça a dû sélectionner parce que je pense qu'à l'époque il devait y en avoir plein et il en reste peut-être plus que un ou deux gros tu vois dans chaque ville, mais c'est des trucs qui marchent. Là le business de l'escape game, on est passé de aller la première année 10 à aujourd'hui 900. Tu veux dire en France? 900 en France, enseignes différentes. En 10 ans? En 10 ans, mais ça fait 3 ans que ça bouge plus. Donc sur la courbe, tu vois, on est arrivé au stade de maturité et on commence à avoir les premières fermetures parce qu'avec le Covid, tu sais, on a eu les aides PGE, enfin les aides plus les prêts. Et là, entre les fins de prêts, les fins de baux 369, commence à y avoir quand même quelques casses. Donc ça va peut-être diminuer de 5, 10%, 15% et ça va se stabiliser, je pense. Et tu as déjà pensé à racheter, à profiter de ce moment-là pour essayer de faire de la croissance externe? On s'est jamais trop posé cette question. On est parti plutôt on a l'escape game, ne loupons pas d'autres trains du marché, donc c'est pour ça qu'on allait sur la réalité virtuelle, sur les applications de jeux de piste, sur l'action game, mais à chaque fois on s'est plus dit, bon, il y a des sous-marchés qui se créent, prenons ces trains-là. Et on a fait cette stratégie-là plutôt que de racheter. J'imagine en tant que créatif, c'est l'envie de créer aussi. Bah oui, c'est parce qu'en fait, moins marrant de racheter. C'est quand même plus sympa parce qu'il y a quand même une projection sur le produit, sur comment on va le distribuer, comment on va le mettre en musique dans un centre où les gens vont venir le faire. Donc si tu rachètes, en fait tu vas être, si c'est devenir le Bernard Tapie du loisir, c'est moins sexy quoi. Tu peux faire des coups cela dit, mais est-ce que ça va être marrant parce qu'en fait tu vas reprendre des gens, ça va être que du travail chiant. Ça va être dire non, cette boîte là pourquoi elle est pas rentable, c'est parce que il faut changer de telle salle et il y a 3 managers, il en faut qu'un. C'est pas. Mais en même temps j'ai remarqué c'est ces entrepreneurs qui font vraiment du pognon quoi. Si tu veux, si l'objectif numéro 1 c'est l'oseille, c'est sûr que c'est un bon plan je pense de faire ça. Mais ça c'est vraiment frustrant je trouve quand tu, en tout cas pour ma part, quand je grandis et j'ai l'impression dans mes compétences entrepreneuriales, je réalise que la dimension créative, dans ce qui me fait vibrer, moi, c'est de créer et d'être entouré d'une équipe. C'est les deux trucs, en fait, qui sont les... Comment dire ? Alors oui, t'en as un sur 1 million qui arrive à faire des putains de boîtes avec des super idées, mais dans les faits, ceux qui font vraiment de l'argent, c'est ceux qui prennent des projets qui existent déjà, qui les copient et qui les font plus efficacement. Dernièrement, on était sur un projet avec un fonds d'investissement. On fait une première version. C'était un copier-coller d'un truc qui existait déjà, dans une niche. On débloque 50 000 balles pour faire un test sans problème, comme ça, tu vois, genre sur 2 rendez-vous visio, il nous file 50 000 balles. À la fin, on se dit, en fait, on pourrait pousser, mais ça va s'essouffler et ça pue. C'est-à-dire, en gros, on n'avait que des bons résultats, mais on s'est dit, on va dans le crash sur du moyen terme. Et donc, on prend le concept et là, on en crée un nouveau. Et là, ça dure 2-3 mois. On comprend pas. Tu sais, ils disent ouais, on sait pas. Puis on leur dit mais pourquoi en fait, le premier en 2 rendez-vous vous débloquez l'argent et là, je dis mais oui, le premier ils appellent ça un copycat. Oui, ouais. Copier-coller. Il y a des datas. C'est comme la banque. La banque demain, tu veux ouvrir un kebab. Il y a des datas. Tu ouvres un escape game. Je peux te dire quand on a fait le tour des banques, il y a 0 financement. Là, ça devient une prise de risque. Bah oui. Et du coup, c'est là où tu te dis, bon, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux faire du pognon ou je veux m'éclater et je veux faire l'aventure ? Et c'est pas évident, je trouve. En vrai, est-ce que tu t'es déjà posé la question de est-ce que tout le monde est-ce que par exemple, si tu as une idée, est-ce que quelqu'un l'a déjà eu avant toi ? En fait, j'aime pas penser comme ça, mais. Parce que la proba, elle est quasi à 0, en vrai. C'est-à-dire que n'importe quel mec qui a monté Spotify ou même si tu prends Amazon, n'importe quoi, il y a forcément un mec dans le monde ou plusieurs ou des centaines qui a pensé. Donc en fait le débat c'est est-ce que tu arrives à le mettre en musique, une idée qui a déjà été pensée des centaines de milliers de fois potentiellement.
Et c'est plus ça en fait la vraie réussite, c'est est-ce que tu vas être le gars qui, avec l'idée que tout le monde peut avoir, va y arriver en fait. Je sais pas si tu as lu ce bouquin sur, il faut que je retrouve son nom, sur la créativité, c'est un classique, ça va me revenir. Et en gros pour elle, le concept c'est que c'est comme si les idées c'était des esprits, tu vois, qui se baladaient et en fait qui cherchent des gens pour les matérialiser dans la vraie vie. Et que le nombre de fois où en fait, tu vois, je sais pas si ça te fait ça, tu vois quelqu'un qui lance une entreprise, tu te dis putain mais j'y avais pensé, merde. Ouais, ça arrive tu vois, et en fait même quand toi tu lances un truc, les gens, moi ça m'est arrivé parfois, les gens venir me voir et dire putain mais j'y avais pensé, hein. Et t'as presque l'impression que tu leur as volé une idée, tu vois, mais on se connaît pas monsieur. Et en fait moi alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'aime bien le concept de se dire en fait l'enjeu, les idées elles se diffusent et il y a comme des saisons d'idées. Et en fait, parce que c'est peut-être des concordances, j'en sais rien. Et l'enjeu, c'est de réussir à l'exécuter le mieux possible. Alors après, tu as un premium quand même au fait d'être dans les premiers à y penser. Parce que du coup, tu as un super gain si tu la commences à être celui qui va émerger, tu vois. Par exemple, là, en ce moment, il y a de l'IA. Si tu arrives 2 ans après en disant bah tiens, l'IA pourrait permettre de faire ça, bon, c'est très probable qu'il y ait quelqu'un. Je pense qu'il y a 2 dimensions. C'est le premier qui le fait et massivement. Parce que l'IA, ChatGPT, il y en avait plein avant qui existaient. En fait, nous, on a découvert ChatGPT, par exemple, parce qu'il y avait Elon Musk derrière et qu'ils ont réussi un coup de com'. Mais quand tu en parlais aux gens du secteur, il y en avait plein qui existaient. Le fait de pouvoir se faire aider pour ses emails, du copywriting, il y avait plein d'IA qui existaient déjà. Et en fait, pour moi, c'est le premier qui le fait, mais massivement. Ouais. Ou qui a trouvé la méthode pour décomposer son idée en suffisamment d'étapes et qui les check une par une, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Tu peux avoir l'idée, mais est-ce que tu l'as projeté dans le temps, quoi. Arriver à là, ça veut dire faire combien d'étapes avant. Ouais, c'est vrai. Donc il y a des grands filtres aussi, parce que tu as plein de mecs qui sont à l'étape 3, hop, ça tombe. Ouais. Est-ce que tu seras le mec à l'étape 8, ce qui te permet, tu vois, d'atteindre le Graal, quoi. Vrai. Et est-ce que toi, avec le temps, tu penses que tu as plus d'idées ou moins d'idées ? Je pense moins, parce qu'en fait, il y a toutes celles qui sont automatiquement éliminées par le fait que, ah ouais, mais non. Comme tu me disais de qu'est-ce que je vais faire de mon local, mon truc, non, en fait, tout ce que ça va induire comme boulot, comme truc, c'est mort, je veux plus. Parce qu'il y a ça aussi. Maintenant, tu sais qu'est-ce qu'il en coûte d'arriver à des points, et là, tu dis ça, bah non, c'est mort en fait. C'est exactement ça. C'est mort. Avec une famille, des enfants, ça veut dire qu'il va falloir refaire 100 heures par semaine, passer mes week-ends dessus, c'est... Donc c'est après, c'est pas de la flemme, mais en tout cas, ce confort de vie que tu veux, bah, ça élimine peut-être 90% des nouvelles idées. Clairement. Et en écoutant une de tes interviews, tu racontes, en tout cas sur ta première boîte, tes débuts. Donc vous étiez plusieurs associés en coloc, vous bossiez dedans, et tu racontes une scène, et en fait, ça m'a fait un flashback sur moi. Il m'est arrivé la même histoire à 2-3. C'est le côté où tu accueilles un client ou un investisseur, dans ton canapé dégueulasse où tu lui fais un café et limite. Alors, on n'est pas sur ce niveau-là. Mais moi, je me souviens alors, tu racontes cette scène du coup où tu fais venir un investisseur prestigieux qui se gare avec sa Ferrari en bas et qui vient dans votre coloc, quoi. Exactement. Pour investir. Et scène similaire, moi, j'accueillais jamais des clients clients importants, et je me souviens, j'y avais pas pensé, ils rentrent dans mon bureau et là je regarde, ils étaient venus à 3, je crois qu'il y avait tout seul et je vois pas de chaise, je suis bon bah installé là et moi je m'assois par terre, j'étais là comme ça, bon bah je vais prendre des notes. Je vois la scène, mais en même temps c'est les débuts, quoi. Et alors du coup moi ma question pour toi, c'est en lien avec cette dimension de maintenant savoir ce qu'on veut. Tu repenses pas à des moments, à cette période-là, et tu te dis c'était bien quand même, cette énergie, c'est fou, ou au contraire tu te dis ouais bof? Non, si, c'était top parce que justement on n'était que focus là-dessus. Donc ça veut dire que pendant un laps de temps court, je pense que pour chaque entrepreneur c'est cool d'avoir eu sa période pendant 2-3 ans. Tu manges, tu vas aux toilettes, tu dors à chaque moment, il n'y a pas une seule seconde où tu ne penses pas à ton projet. Et tu as l'impression que le monde va être à toi, parce qu'en plus c'est les périodes où tu déconnectais au niveau des ambitions. Nous, notre produit, c'était un réseau social professionnel pour les étudiants et jeunes diplômés. Donc, c'était à l'époque où Viadeo existait encore. Donc, pour nous, on allait manger LinkedIn dans 3 ans, tu vois. tu vois le truc. Donc maintenant, t'en rigoles. Tu te dis, mais c'est ridicule. Mais à l'époque, ça te mettait une énergie et un truc. T'avais l'impression
Toi, tu faisais un pauvre, tu prenais un prix de la CCI, pour toi, ça y est, t'étais le nouveau dans Forbes, toi, t'étais dans les fameux classements under 100, machin, tu vois. Donc, pourquoi ils m'ont pas appelé, merde? C'était la CCI de Lorraine, hein, parce qu'on était à Nancy, hein, donc on était vraiment sur la Startup Nation, tu vois. Donc, mais par contre, à ce niveau-là de nos étapes et le fait qu'on était jeunes, mais c'était des shots d'adrénaline, c'était incroyable. D'aller voir des premiers clients et de signer un Google ou un Bouygues Télécom alors que toi, c'est le produit que tu as pensé dans ta coloc à Nancy. Ça, c'est sûr qu'on le revivra plus jamais. Parce que maintenant, faut être honnête, quand on monte des boîtes, c'est vachement. Je dirais pas que c'est facile parce que tu as un risque de te planter à chaque fois, mais c'est. Le game, on est au level 99 sur 100, alors qu'au début, on était level 1, un péon avec son épée et un bouclier en bois, tu vois. Là, et du coup, il y aura forcément toujours moins ce côté excitant. Parce qu'en fait, là, maintenant, on est armé. On peut aller facilement chercher du financement, enfin, plus facilement. On a de l'expérience, on a des gens qui nous feraient confiance, où on a été appelé pour être investisseur dans des projets, etc. Ça, c'est du pain béni par rapport au tout début. Et ça te manque pas, du coup, cette énergie? Parce que moi, à des moments, tu vois, je repense à cette période-là. Et je me disais, cette fougue, tu vois, de dire, il n'y a rien qui te fait peur, en fait. Même presque avec du recul, c'est risible, tu vois, comme tu l'as l'exemple. Mais en même temps, je sais pas, il y a aussi une dimension, tu es avec tes associés, c'est des amis, tu vis ensemble, il n'y a plus d'horaire, il n'y a pas tous ces problèmes-là, et tu as juste envie, c'est de produire, quoi. Des moments, moi, j'ai un peu de nostalgie, tu vois. Là, David, tu le feras plus tard, en fait. Ouais. Potentiellement. Parce qu'en fait, là, ce qui bloque, c'est, enfin, moi en tout cas, et je pense que tu seras d'accord, mais c'est que là, avec une famille, tu peux pas relancer un truc comme ça en mode, ou alors sinon c'est divorce assuré, parce que si le projet là, le nouveau projet de 2026, c'est à ta femme, tu dis bah là pendant une année vous me verrez pas. Bon. Et puis il y aura du monde à la maison. Ouais, c'est ça. Le canapé, ça va squatter de partout. La chambre d'amis, en fait, ce sera un bureau. Enfin. Mais autant le kiff. Ça serait le kiff, mais moi je pense que quand les enfants sont plus grands. Parce que les enfants, c'est toi qui le disais, je crois, mais il y a une date presque de péremption du temps que tu passes avec eux, mais une fois que c'est passé et qu'ils sont adultes, c'est pas si loin. Moi, je pense qu'on aura de l'énergie encore à 50, 55 pour refaire un revival, quitte à se planter d'ailleurs, mais c'est juste quitte à refaire un espèce de bootcamp. Là, tu dis avec tes anciens gars, allez les gars, on se fait un truc, là, c'est plus l'IA, c'est telle tendance, on essaye. On se fait un an, on kiffe, et puis bon, si ça fait rien, ça fait rien, tu vois. J'avoue qu'il y a un truc qui me ferait kiffer en ce moment, je pense à ça. C'est le concept du fuck you money, tu sais, c'est le moment où tu as suffisamment de thunes, où en fait là tu n'as plus de filtre. Tu sais, genre en fait il n'y a plus rien qui peut je sais pas, est-ce que tu as de l'immobilier ou tu as des revenus où en fait là tu fais n'importe quoi, tant que tu touches pas à ça, t'es bien. Tu vois, au pire, tu finis ta vie comme ça. Et moi je m'étais dit, ce serait cool d'arriver à ce moment-là où les enfants partiront, et je l'ai vu moi sur plusieurs anciens qui en effet ont une deuxième vie à ce moment-là. Mais d'être en mode fuck you money, c'est en gros j'ai l'argent, mais du coup là j'ai plus de filtre en fait, c'est des nouveaux projets, du coup. Est-ce que c'est pas la période la plus dangereuse du coup, ça? Parce que du coup t'as plus le filtre, le fameux truc des idées, et ça veut dire que si t'es un peu fonds illimité, est-ce que c'est pas non, pas de fonds illimité dans le projet. Ah ok. Mais moi personnellement, tu veux dire que t'as ton filet, donc en fait je suis dans une boîte, en fait je peux me permettre. Comme on était à nos débuts où en fait je devais vivre avec 400 balles, même pas. En fait je mangeais avec Thomas, notre repas c'était du fromage râpé, un steak, des pâtes et une croque, tu vois. Petit apport protéine, un petit steak, voilà. Pas mal. Et c'était ça notre bouffe, tu vois, genre il y avait rien d'autre. Mais tu vois, c'est se permettre en fait d'être payé rien. Parce qu'en fait c'est ça le défi, c'est quand tu montes, en fait tes revenus en fait montent. Tu vois, je le vois sur pas mal de copains entrepreneurs, ils se disent, mais en fait là, si j'arrête, à mon niveau de salaire, déjà, une personne qui me recrutera avec ce niveau de salaire, et puis si je recommence de zéro, et je sais qu'il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'atteindre ce niveau de salaire. Donc en fait, t'es bloqué. Ça veut dire que là, par exemple, avec JB, comme on est à on va dire un carrefour où on nous propose des choses, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans, eh ben, si on a plein de propositions, un des gros trucs qu'on regarde, c'est est-ce que ça en vaut le coup, parce que ça veut dire qu'on va mettre de l'énergie un petit peu là-dedans, et du coup le coût de notre énergie maintenant, il n'est pas le même qu'il y a 5 ans. Comme tu as dit, maintenant qu'on coûte cher entre guillemets parce qu'on a un certain niveau de revenu par le salaire, par les dividendes, si on met la moitié de notre semaine sur un nouveau truc,
Bah pourquoi en fait et donc du coup ce qui est un peu chiant c'est que ça filtre les projets pas sur les bonnes raisons des fois. Parce qu'il y a des fois on pourrait avoir un projet inventer un nouveau concept de loisir en prenant plein de risques qui nous ferait kiffer mais on le fait pas parce que potentiellement c'est ça, c'est la moitié de notre semaine. Pourquoi en fait? Parce que s'il n'y a pas de résultat à court moyen terme, bah c'est compliqué de s'engager. Donc du coup bah il y a plein de trucs qui se font pas à cause de ça. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils penseraient les jeunes, notre version à nous de 22 ans, 23 ans, à nous regarder aujourd'hui, dirait les vieux cons, tu vois, un peu trop. J'en sais rien en fait. Parce que c'est vrai que là, le discours qu'on a, bah c'est conservateur là quand même. Ouais. C'est ça. Je dirais, il est où le gars qui allait arracher le marché en pensant qu'il allait être le nouveau LinkedIn ou la nouvelle agence dans 14 pays qui ferait tant de. Mais je pense qu'il serait quand même content du parcours, mais il se dirait peut-être papy, tu t'endors. Ouais. Derrière moi, j'ai entendu cette phrase que j'ai trouvé intéressante qui disait c'est un peu comme, je sais pas, tu gagnes ta Coupe du Monde et après t'es peinard, tu vois. Tu vis. Ouais, t'as coché la case. Tu vis sur ta rente, tu vois, sur ton succès. Et je me dis, tu vois, c'est comme si là aujourd'hui, ça va faire 17 ans que je suis entrepreneur. J'ai vraiment défoncé un certain nombre de géants. J'ai envie d'en continuer à en tuer, mais je me dis, tu vois, genre par exemple l'international, ça me fait kiffer. Okay. Je dis mais non, mais avec les enfants, l'énergie, je vois tous les problèmes qui vont venir et tout. C'est comme si là, tu vois, j'entretiens le truc et je me dis mais c'est quoi mon prochain géant? Et en même temps, dès que j'ai un géant qui vient, je me dis tu vois, je vois le prix, tu vois, et j'ai l'impression de cette tension de dire est-ce que je vis sur une rente des sacrifices que j'ai fait et des victoires ou pas. Ouais, c'est super intéressant. Moi, je me la pose tous les jours parce que je suis dans mon couple associé avec JB. Je vais le saouler avec des projets toutes les semaines. Okay. C'est moi le rôle dans les deux. Et lui il va me dire est-ce qu'on est vraiment sûr que ça pareil. Mais c'est cool parce que du coup, je fais ce travail-là un peu de veille. Et lui, il va me ramener sur terre en me disant bon bah là dans tout ça, déjà on va pas pouvoir tout faire et il va falloir sélectionner. Et après bah il y a un truc que savaient pas nos versions d'avant de nous, c'est c'est quoi le prix d'un week-end, c'est quoi le prix de faire du sport, c'est quoi le prix de continuer de voir ses potes, d'être bien avec sa femme, d'avoir ça. Et ça, ça a un prix et il est pas visible dans le salaire ou dans les dividendes. Mais moi, je n'échangerai jamais le rythme là actuel que j'ai. Du coup, j'ai pas envie de le changer. Il ressemble à quoi ce rythme alors? Je fais... Alors déjà, on a décidé avec JB de travailler plus que 4 jours et demi par semaine. Ok. Donc on place cette demi-journée quand on veut. Pour moi par exemple c'est le mercredi pour profiter un peu de mon fils parce qu'on a notre fils à la maison un mercredi sur 2. Après c'est faire 2 fois du paddle les midis voire 3 par semaine. J'ai une séance de tennis un soir dans la semaine et je me suis mis à la course à pied. Donc autant te dire que j'explose mon niveau de sport. Mais du coup ça veut dire il faut que je m'organise pour travailler peut-être un peu le soir, tôt le matin. Mais ce rythme-là de pouvoir faire comme je le veux et avec notre associé, on raisonne en volume global. Donc en fait, je m'en fous que lui travaille à 6h du matin, qu'il travaille pas pendant 2 jours, mais après à fond, même sur un week-end. Donc moi, c'est mon impératif. Et donc du coup, si un projet vient bouleverser ça, je pense que je serais pas capable d'y aller, quoi. Et depuis toujours, tu as été sportif comme ça? Foot à fond pendant les années de mes 6 ans jusqu'à là il y a 3-4 ans. Et j'ai toujours aimé le sport. Parce que je pense que tu as un peu le même cerveau qui tourne en permanence. Et en fait moi si je fais pas ça, je pense que je peux être insupportable. Tu vois, le soir, moi ça me permet de me dire bon j'ai coché ça, c'est cool, ça m'évacue aussi un peu de stress. Parce que sinon moi le soir je peux me coucher en me disant qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pas fait assez. Et ça c'est moi c'est vraiment, je pense que j'ai vraiment ce problème, mais j'ai jamais eu une culture sport et c'est un énorme challenge de s'y mettre. Où moi après j'ai eu les enfants très tôt aussi, en même temps quasiment que cette période de sacrifice, et je m'y mets maintenant là depuis plusieurs mois avec vraiment le but de me dire il faut que maintenant ça fasse partie de ma vie. Donc tu veux te le mettre en routine? Je veux que ça fasse partie de ma vie. Et en gros, dans mon identité, je dois être sportif. Et pas comme je le faisais avant où j'avais un coach, je dis il faut que je perde du poids, tu vois. Donc pendant 1 an, je me mettais à Isère 3 séances et je tenais 1 an. Puis après, le business il commençait à devenir compliqué. Hop, ça repasse à la trappe. Tu vois. Je dis c'est bon, là j'ai atteint le poids que je veux. Et après 3 mois après, je reprenais, tu vois.
Ce qui est top avec le sport, c'est que tu peux trouver ton sport aussi, tu vois. Ouais. Moi, je l'avais pas trouvé, je pense. Mais ouais. Je pense que là, avec les sports de combat, j'ai l'impression de trouver un truc qui me convient bien. Donc on verra, mais c'est vrai que et puis pour moi l'enjeu. Par contre, tu le fais avec un objectif ou tu le fais juste, tu te dis je commence alors à apprécier. Ça c'est nouveau ça. Tu vois, je l'ai fait au début en mode il faut que ça fasse partie de mon quotidien. Ensuite, là, je suis en train de dire, je me demande si je devrais pas me donner un gros objectif pour encore monter la pression. Mais en même temps, j'ai peur de craquer la machine. Parce que ce que j'entends, ce que je comprends aussi, c'est que des fois, tu fais un effort de trop et ton corps, il dit, oh putain, là, je veux pas faire la séance, tu vois. Ouais. Et là, en fait, t'en rates une, puis après une deuxième. Et je sais pas, toi, t'as des objectifs ? Bah, en fait, je fonctionne que à ça, moi. C'est-à-dire que à ça. C'est-à-dire que si j'ai pas un objectif à moyen long terme, en fait, je peux trouver la chose inutile à faire. Et donc du coup, même si c'est pas des trucs super ambitieux pour la course à pied, c'est parce que mon frère s'est inscrit à un triathlon en relais et le gars qui faisait la course à pied, il a dit il peut pas. Donc du coup, il m'a proposé. Donc ça m'a obligé. Et moi qui ai toujours regardé les joggers du dimanche avec dédain. C'est le mec insupportable qui me ça sert à rien de courir, c'est de la merde. Bah en fait, je suis tombé dans un truc où en fait c'est tout moi ça. C'est-à-dire que tu te bats contre toi-même en permanence, tout est traquable, donc j'ai la montre, les trucs, alors là je rentre dans des stats, moi ça me rend zinzin, j'adore, et toujours tu peux t'améliorer le jour d'après, et surtout c'est jamais que ta faute, entre guillemets, si tu progresses pas. Tu peux pas, comme au foot ou un sport collectif, dire ouais mais là c'est lui, c'est Bernard, il est nul, tu vois, il était dans un collectif, donc ça peut masquer ton niveau. Tu peux te dire ouais je vaux mieux. Là en fait il n'y a pas de tricherie possible. C'est si tu fais pas ton entraînement où il y a des chronos 10 km, si tu le fais pas en 39 minutes, tu l'as pas fait en 39 minutes, point. Tu vois, et donc du coup là je suis rentré dans un truc où c'est cool parce que je sais que je me suis inscrit à une course puis une deuxième et comme ça je sais que dans l'année aller courir un soir quand il fait -2, là je l'ai fait dernièrement, c'est sûr que si j'ai pas l'objectif, quand ma femme elle commence à se préparer à manger et que moi en fait il faut que je décale et je me dis je vais rentrer manger à 9h quand je reviens, et quand ça sent bon, tu te dis il y a un moment ton cerveau il dit bon là est-ce qu'on a vraiment envie de courir, tu vois. Oh, et donc du coup si j'ai pas cet objectif, du coup le process avant me fait pas plaisir et là du coup je prends plaisir à faire le process. C'est que moi franchement là je cours 4 à 5 fois par semaine et je peux te dire je kiffe. Et le mois d'avant, il y a un mois, insulter les gens qui faisaient ça, tu vois, en disant mais les gars à quoi ça sert, tu vois, parce que j'avais pas compris qu'en fait c'est grisant d'avoir cet objectif et la progression elle se voit vite parce que tu peux allez prochaine sortie je fais 5 minutes de plus, prochaine sortie j'ai vu que j'ai amélioré ma VMA, mon truc, en plus il y a des termes un peu scientifiques donc tu te documentes et tout, en vrai c'est cool hein. Ouais, alors moi c'est là on aurait fait l'interview il y a 1 mois et demi, je t'aurais fait j'aurais été très perplexe parce que je me dis la vie d'entrepreneur c'est déjà tellement d'angoisse de faire ses finances, gérer ses trucs et tout ça, plus après à la maison les enfants et tout, je me dis putain mais se rajouter. Et sauf que là je commence à comprendre et j'ai eu je pense l'élément scientifique lundi avec cette interview de Guillaume Mathias, très hâte, sur les neurosciences, où il explique en fait que dans le sport en fait il y a deux je crois que c'est des hormones, t'as la dopamine, donc il y a une addiction qui se crée, mais aussi il me semble que c'est la sérotonine, c'est l'ego qui se crée, où en fait tu te dis putain je suis un ouf. Tu vois. Et j'ai l'impression que là, moi, avec le sport de combat, c'est ça que ça a tout de suite fait péter. Plus que la dopamine, c'est en mode putain, je sais me battre. Je suis en train d'apprendre à mettre des gros coups de poing. Et tu sais, il y a une genre de confiance qui se crée. Et en fait, ces deux trucs-là, en fait, ils créent quelque chose en nous qui renforce. Et là, depuis peu, j'ai dit, c'était quoi, lundi, j'ai dit au coach, j'ai dit, je crois que je veux me donner un objectif. Ce serait quoi un bon objectif, je sais pas, d'ici 1 an, mais il dit un combat, t'organises un combat, et ça fait flipper, putain. Je me dis ouais, ok. C'est vrai que pour le sport de combat direct, l'objectif c'est forcément un combat, donc là on rentre déjà dans un truc, c'est chaud. Mais en même temps je me dis mais là tu vois rien de mieux dans les entraînements. Déjà là ce week-end le week-end là il m'a fait une séance où il m'a mis une misère. Là, lundi, on a fait un truc, il m'a mis KO au foie, je m'y attendais pas, j'étais au sol. Je te dire que là, depuis. C'était quoi ? Non, c'était ce week-end, lundi. Depuis 2-3 jours, je cours comme un chien parce que je me dis putain, il m'a mis une misère, j'ai pas envie de me refaire mettre KO, tu vois. Et en fait, il y a une forme de rage et en même temps, il y a une part de mon cerveau qui dit mais tranquille, au pire, voilà. C'est juste un mauvais moment à passer. Je dis mais non, en fait, c'est moi qui vais lui mettre un KO.
Parce qu'après, ce qui est cool en sport, c'est que tu peux fixer n'importe quel objectif. Ouais. Et à ta manière à toi, parce que l'idée, c'est pas d'encourager tout le monde à dire il faut faire un marathon en moins de 3 heures. Enfin, en fait, chacun peut se dire gratter 5 minutes ou faire telle course, même sans forcément un objectif de temps. Parce qu'en plus, pour la course à pied, tu peux juste dire je cours telle distance. Ouais, et finis. Pour toi, si tu fais du sport de combat, moi j'aurais du mal à me dire par exemple, j'apprends tout ça. Mais la finalité, c'est qu'on est d'accord, le MMA à la fin, c'est d'aller dans la cage pour se confronter. Donc du coup, si tu vas pas à la finalité, au bout d'un moment, j'aurais peur de me lasser et me dire ça va, j'ai fait 10 fois des entraînements avec les coups de coude, j'ai fait 10 fois grappling, j'ai fait 10 fois ça. So what, on fait quoi après, tu vois. Après, t'en as beaucoup qui font qui se battent, mais lors des entraînements, tu vois, où tu veux être meilleur. Mais c'est vrai qu'à un moment, après, ce que je crois comprendre, c'est que le moment où tu passes en mode vrai combat, c'est pas du tout le même game. C'est-à-dire, en fait, quand tu fais des entraînements ou quoi, et même ce qu'ils appellent du sparring, c'est qu'en gros, tu tapes, tu vois. Donc, ça peut être un peu intense. Mais une fois que tu es dans la cage, ou vraiment, ou alors si tu fais d'autres sports, tu es dans le ring, c'est à la vie, à la mort, tu vois. C'est vraiment là, je vais aller au bout du truc. Donc, je pense qu'il y a une énergie différente. Et pour revenir à cette dimension comme tu disais, d'objectif, je pense que moi, ma crainte, ce que j'avais avec le sport, et je l'ai compris là avec la dimension d'hormones, c'est qu'en fait, je me suis toujours dit que j'étais pas quelqu'un de discipliné. Et en fait, je me suis créé une image de j'arrive pas à tenir mes engagements. Et le sport, c'est que de la discipline. C'est que ça, ouais. Et du coup, en fait, c'est comme si atteindre en fait l'image que tu as de toi-même, en fait, elle se renforce en ayant réussi des petits objectifs. Des micros objectifs. Voilà. Et ça, c'est donc la sérotonine. Et en fait, je pense que j'en avais pas de la sérotonine. Vraiment, intérieurement, c'était presque pas du tout présent en moi. Et du coup, je voulais pas me mettre dans des situations où en fait je vais encore plus diminuer mon image de moi-même. Ouais, je vois. Tu vois. Et je pense que là, ce qui a renforcé ça, c'est le fait d'arrêter de fumer. Je me suis dit, putain, je suis un ouf. J'ai arrêté de fumer, tu vois. Ça, c'était un truc de malade. Ça fait combien de temps là ? Ça fait 6 mois. Top, bravo. Ça continue, mais déjà je me dis waouh, ça j'ai réussi un truc fou parce que là c'est vraiment de la discipline. Tu touches pas. Et là je me dis ok, tranquille. Et en fait c'est comme si, en fait je suis en train de remonter mon taux de sérotonine en mode j'ai une confiance. Tu vois là ça fait 80 jours, quasiment tous les soirs j'écris dans mon carnet. C'est une petite discipline pour développer ma créativité. Et puis c'est un peu une hygiène mentale. Et en fait je me suis dit putain mais ça, c'est comme si d'un coup je reformate mon cerveau. Ouais. Je suis capable. Là, tu reboot le système. Là. Et je suis en train de le reboot par des petits trucs, tu vois. Et là, je me dis, ok, je suis prêt à avoir un défi où je vais me mettre la misère, mais parce que ma confiance, elle monte. En plus, là, tu fais que des trucs qui se complètent. Cela, t'as vu, quand tu fais du sport, l'envie de fumer, quand tu sais que t'as galéré pour des trucs cardio, c'est infernal. Du coup, tu réduis aussi un peu l'alcool, tu sélectionnes les bons moments pour en boire ou plus du tout. Enfin, en fait, c'est vertueux. C'est un cercle vertueux que t'as enclenché, quoi. Puis après, pour moi, tu vois, hier, pour la première fois, je suis allé promener le chien. J'ai couru et j'ai emmené un de mes fils et je me suis dit mais la fierté, tu vois, si j'arrive à faire en sorte de transmettre le goût du sport. Il courait à côté de toi ou à vélo il t'accompagnait? Non, il courait avec moi. Et il me mettait la misère même parce que lui fait du rugby donc le cardio il a un petit peu de jambes. Et du coup j'étais putain l'enfoiré. la honte, moi j'ai m'y remis courir, ça doit faire une éternité. Et mais ouais non mais la dimension d'objectif, c'est marrant parce que moi tu vois dans l'entreprise mon moteur ça a été tout le temps éviter les crashs. C'est-à-dire en gros, putain, il faut payer les salaires. En fait, je suis toujours motivé par les autres. Il faut payer salaire, il faut qu'on change de bureau, donc il faut que je gagne. J'ai toujours voulu gagner, non pas pour moi, mais pour les autres. Et là, en gros, c'est nouveau. En fait, c'est comme je me mets dans le mal, mais pour moi-même, pour atteindre mes propres objectifs. Ouais. Tu mets tous les autres objectifs de côté, c'est que pour toi. Ouais. C'est un travail, c'est du dev perso en fait, hein, en vrai. Ouais, c'est une thérapie que tu t'offres et en plus en vrai pour la santé c'est trop bien. Il n'y a rien de mieux. Alors après il y a des gens qui comprendront pas le truc tout objectif tu vois parce qu'il y a aussi la dimension sport pour juste le loisir ou ce que ça va apporter. Genre si demain tu vas faire du surf t'es pas du tout obligé de l'avoir comme une dimension d'objectif parce que tu vas prendre un moment de plaisir. Mais là où c'est beau c'est que même dans des trucs qui paraissent très ingrats comme la course à pied ou se taper contre ton coach ou faire des sparring, ça te procure quand même du plaisir parce qu'il y a la progression, parce qu'il y a l'objectif de combat potentiellement. Et puis mental, en fait, tu as dit le fait de lutter avec soi-même. Moi, c'est quelque chose que je découvre. Et en fait, putain, mais
je me dis j'aurais dû faire ça depuis longtemps, quoi. Parce que même pour ma vie de papa et d'entrepreneur, en termes d'affirmation de soi, quand tu apprends à souffrir et à pousser toujours plus, bah en fait, ça te donne une niaque aussi dans l'entrepreneuriat qui est fort, quoi. Ouais, et puis tu te mets des preuves à toi-même. T'imagines, on t'aurait dit là il y a 3 ans, tu vas potentiellement un jour monter sur un ring ou en tout cas tu auras fait du MMA, mais tu rigoles en fait. Ouais. Moi, tu m'aurais dit pareil un jour, je sais pas, peut-être que je ferai un jour un marathon. Jamais de la vie, je t'aurais dit ça avant, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même cool, quoi, comme progression. Dans ton parcours, il y a un truc qui me marque. Donc, tu as un associé depuis très longtemps, ouais. Jean-Baptiste, mais tu as plein d'associés, je crois. Sur plein de boîtes, tu es associé. Oui. J'ai l'impression que tu es le mec avec le plus d'associés que je connaisse. Probable. C'est quoi tes... Moi, en ce moment, je suis dans une phase où j'ai plus d'associés. Enfin, si, j'ai Thomas, mon associé, sur une des boîtes. Et on réfléchit à d'autres boîtes. Et en fait, je me rends compte que je redeviens un peu solo, tu vois. Et du coup, je me réinterroge sur ces dimensions d'associé. Ça m'intéresserait de voir, toi, c'est quoi pour toi un bon associé? Tu as eu une mauvaise expérience avec un associé? Ouais. Partage-moi ta sagesse sur les associés. Je sais pas si c'est une grande sagesse, mais j'avais fait le point un peu sur ça. C'est qu'en fait, moi, j'adore le côté aventure. Et une aventure, elle est belle parce que tu peux un peu la partager. Ouais. Et très souvent, moi, j'ai pas forcément beaucoup parlé très business avec ma femme. Ouais. Parce que j'ai pas envie forcément de remettre ce sujet-là, parce qu'en plus quand tu rentres, tu vois, le soir, t'as pas spécialement envie de remettre une négativité ou expliquer tes trucs, ça te remet un peu dans un mood pas fou. Donc par contre, moi je voulais à chaque fois avoir des gens avec qui on allait pouvoir partager les victoires comme les défaites. Et donc au tout début, ça a été quasiment jusqu'à la fin, sauf Rush, où ça a été une opportunité par des gens qu'on ne connaissait pas spécialement. Mais sinon, tous les autres associés, ça a toujours été soit des potes, soit famille, soit potes de potes. Okay. Pour le côté, on va partager un truc tous ensemble, à tel point que ça a suffisamment bien marché pour que sur quasiment toutes les premières boîtes, on n'a même pas fait de pacte d'associés, tu vois. Okay. Et il n'y a jamais eu de souci. Quand il y en a un qui a dû partir, on a défini ensemble les conditions pour que ça soit fair pour tout le monde et tout. Donc quand tu connais globalement... Pour nous, ça s'est toujours quand même plus ou moins bien passé, sauf la première boîte en question. Mais ça, c'est une erreur de jeunesse, c'est parce que c'était notre toute première et avec des visions dans la startup qui peuvent être aux antipodes. D'un côté, le produit à fond, et d'autres, non, ça doit être une boîte commerciale qui doit s'autosuffire et vendre. Donc, c'était en fait un choc de vision plus qu'un choc de personnalité. Okay. Et donc, du coup, ça nous a appris pour les suivantes de dire si on s'associe, le premier truc qui était mis sur la table, c'est combien vous pensez gagner avec ce qu'on va faire là, et en fait c'est quoi dans 5 ans l'objectif de cette boîte, parce ça, que c'était 2 questions. C'est les 2 questions, parce qu'en fonction de ça, si le mec te dit moi c'est pour m'amuser et la boîte on la revend dans 5 ans, c'est pas pareil que le mec qui compte dessus pour avoir un revenu récurrent mensuel, tu vois. Mais c'est quoi le meilleur pour toi? Le meilleur modèle pour toi, quand tu t'associes, c'est quoi la réponse que tu attends? Tu veux plutôt quelqu'un... Parce que toi, quand tu t'es associé là, dans les nouveaux, par exemple, tu veux que ce soit eux qui fassent le taf, et toi, tu es en mode genre conseiller, ou au contraire, tu vas sur le terrain avec eux, et tu veux des... Ou plutôt, tu es en mode, on crée le concept, on revend vite. Après, j'imagine que ça dépend des projets. Ouais, ça dépend des projets, mais globalement, quand c'est pas avec JB, mon gars sûr de toujours, avec qui il a été dans toutes les boîtes, parce que lui, nous deux, on se complète bien, et on vient à peu près du même background familial, style de vie, etc. Bref, c'est pour ça que ça marche bien. Mais pour les autres, on va chercher des gens qui nous sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on va chercher nos opposés. Parce que pas la même compétence. Exemple, dev, on sait pas faire, donc on va chercher ça. Ou alors des gens plus créatifs que nous. Ouais. Parce qu'avec JB, pour schématiser, on est les bourrins du game, nous. Okay. On est plutôt bon dans aller faire toutes les étapes. Tu sais, quand je t'ai dit un projet, c'est aller de A à B le plus vite possible. Nous, toutes ces étapes-là, on sait bien les faire. Okay. Mais on n'a pas la prétention d'avoir les meilleures idées du marché sur la créativité, ni d'avoir le meilleur escape game du monde avec les énigmes qu'on a créées. On est correct, mais on n'a pas un génie créatif, tu vois, par exemple. Okay. Mais on sait ce qui va marcher suffisamment pour que ça marche bien, la preuve. Mais donc du coup, quand on a cherché là des associés ou quand on nous a contactés, par exemple pour Rush, les associés fondatrices qui ont monté ce concept génial d'Action Game, nous on l'avait pas spécialement bossé ce sujet-là. Et ça nous a plu parce que les filles avec qui on s'est associé, Amandine et Jane, elles sont super fortes dans le produit. Ah oui. Ce qui est pas forcément notre force. Et donc vous avez servi à quoi alors?
Eh ben, nous, on a servi à apporter de l'argent et à développer au début fort Bordeaux, puisqu'on a forcément tout un réseau et un écosystème qui fait qu'on sait faire des boîtes qui fonctionnent bien et vite, et développer la première strate de réseau de franchise. Avec 5-6 apports de contacts qu'on avait et de démarchage qu'on a fait avec des établissements qui ont ouvert. Et après, tu vois, là en plus c'est d'actualité parce que nous on commence à se retirer de ça. Parce qu'en fait, nous, notre capacité, elle est très puissante là, à ce moment-là, sur le côté enfant de 0 à 6. Ouais, ok. Et après, ton but, c'est de vendre ou tu au contraire, tu dis, je profite, je suis là, tu verras bien. En fait, avec les filles, si jamais il y a une offre intéressante qui arrive, de toute façon, dans les conditions, il est dit que nous, on se pliera à leur choix. Ok. Tu vois, si jamais demain, il y a un fonds d'investissement qui vient, et que ça convient aux filles parce que c'est une super offre pas refusable, nous on n'a pas de blocage là-dessus, on sera très content mais dans les deux cas on sera content que ça continue 15 ans ou qu'il y ait une vente là dans 2-3 ans, c'est ok. Et alors du coup, relationnellement avec ces deux associés, est-ce que tu mets en place tout plein d'éléments de contrôle, genre ok, je veux accéder à toutes les finances, on se voit tous les 3 mois, ou c'est vraiment en mode vas-y débrouillez-vous Là c'est plus en mode débrouillez-vous. Et même pour Virtual Room, on est associé avec le créateur de la franchise Virtual Room. Il nous laisse faire globalement. Et en fait, c'est un bon parti parce que tu mets pas de pression et ça donne un signal de confiance incroyable en fait. Ok. T'as jamais été trahi de cette confiance ? Non. Ok. Non, parce qu'en plus on l'a vécu dans les deux sens, tu vois. Pour Virtual Room, donc on s'est associé avec ceux qui ont monté la marque nationalement, et à Bordeaux on s'est associé avec eux. Et le deal c'est que nous on gère Bordeaux. Du coup nous ils nous demandent aucun reporting quasiment. Et donc du coup nous la confiance que ça donne, ça veut dire qu'ils ont suffisamment confiance en nous pour dire de toute façon à Bordeaux ils font le boulot quoi qu'il arrive. Et donc du coup réimposer dans l'autre sens, quand c'est nous dans cette position à quelqu'un d'autre de dire non, il faut toutes les semaines il me faut 14 data à remplir sur 14 tableaux différents, bon ça fait perdre du temps à tout le monde et puis en fait c'est pas forcément ça qui est super effectif. Par contre, proposer de la vision et dire est-ce que sur une AG de fin d'année, c'est quoi les projections à 2025, est-ce qu'on peut se parler de ça, nous on va apporter ce qu'on a comme idée et puis c'est ça qui fait je pense une bonne dimension d'association. Et ta complémentarité avec Jean-Baptiste, c'est quoi alors ? Même si on a un peu les deux profils bourrins, il y a des nuances dans les deux. Moi, je vais être plus sensible à quand même la com, alors ce qui est paradoxal parce que c'est quand même aussi un peu le côté créatif, le côté market, le côté vision et le côté maintenance / production des énigmes et de la partie on va dire technique. Et JB lui va être très bon sur le RH, sur le commercial. Et freiner toutes les conneries que je lui sors toutes les semaines pour lancer un projet par semaine. Et c'est qui gère la partie administration, finance Ça, les délégués dans chacune des boîtes, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et après, ça nous fait des remontées d'infos et ça, pour le coup, on le fait en tandem pour regarder un peu les décisions là-dessus. Et en termes de leadership ou de management, en gros, j'ai du mal à voir à quoi ça ressemble de gérer des équipes sur un lieu qui accueille du public. C'est un peu une énigme. Moi, j'étais dans le digital, des gens qui travaillent dans des bureaux. Quel genre de leader il faut être pour motiver les gens à faire toute la journée la même chose quasiment, le faire bien, avec sourire, même quand t'es pas là, il faut que ça sourisse, qu'il y ait un bon accueil. C'est la grosse difficulté du métier, c'est que il y a une usure mentale qui peut se créer. Quand tu fais beaucoup d'accueil client et avec toujours les mêmes remarques, toujours les mêmes demandes, etc., c'est usant. Donc en fait, on a des gens qui petit à petit commencent à avoir des briques d'autres choses à faire dans l'entreprise pour pas qu'il y ait de lassitude possible. Mais la vérité, et on le dit très clairement à nos employés, et je pense qu'on ne doit pas être beaucoup d'entrepreneurs à dire ça, il y a des gars dans nos boîtes, on leur a dit dans 3 ans, vous devez être dehors en fait. Parce que là, le plafond de verre, nous, on vous prévient, dans 2-3 ans, en fait, nous, on peut pas, dans une boîte qui accueille du public, dire à un mec, tu vas passer responsable de la com, tu vas être 3 jours en télétravail. Nous, c'est des business physiques. Donc demain, je peux pas t'inventer un nouveau métier. Donc, si jamais tu es frustré ou qu'on pense que ton potentiel, il serait mieux à créer même ton propre truc ou aller ailleurs ou manager un centre entier sans des gars comme nous au-dessus, il y en a déjà un dans une des boîtes, je pense à lui en particulier. On lui a dit, dans 2 ans, mec,
soit tu montes un truc avec nous, soit tu es ailleurs. Mais c'est pas, enfin, tu peux pas rester là. Ou en tout cas, nous, on a été clair avec toi. La promesse, il n'y en aura pas plus que ce qu'on te dit là. Tu vois, il y a des plafonds de verre, nous. C'est ça le problème. Et parce que dire ça, pourquoi les gens ils le disent pas, c'est que recruter c'est une galère. Ouais. Donc en fait, en lui disant ça, tu lui montes la porte de sortie. Ouais, mais tu le fais bien rester. Si par exemple, dans tous les cas, pendant peut-être 2-3 ans, il allait rester, mais au bout d'un moment, ça allait se fatiguer. Donc en soi, est-ce que toi, t'es content d'avoir quelqu'un qui va rester 5 ans, mais qui à la fin, pendant 3 années, il fait rien? Bon. Et alors du coup, comment tu les gardes motivés en fait? Ou comment? Et j'imagine, est-ce que c'est une histoire de recrutement? J'imagine d'avoir les bonnes personnes. Puis ensuite, après, pour se développer, vous en avez plusieurs. Il faut que tu aies des gens qui n'ont pas besoin d'avoir tout le temps l'œil de Moscou qui est là pour surveiller. Carrément, c'est déjà des gens on n'a pris personne sous. C'est ça le bien dans cette industrie, c'est qu'on n'a jamais recruté sur CV. Parce que nous, ce qui importait, c'était du savoir-être plutôt que des compétences. Parce qu'au début, être bon à l'accueil ou être un manager de centre où tu vas accueillir plein de gens et d'avoir tout le temps, comme tu disais, le sourire, nous, c'est 90% du truc, c'est comment t'es toi. Ouais. Donc nous, on a des mecs qui ont le bac, d'autres un BTS dans un truc qui a rien à voir, un mec qui a fait des études de pharma, tu peux avoir tout et n'importe quoi. Nous, ce qui va être important, c'est juste t'es comment toi au quotidien. Et donc du coup, ça nous fait prendre moins de risques sur les recrutements, parce que si t'es un gars avec la banane, globalement, c'est un marqueur de toi qui est profond. Tu vois, normalement, dans 5 ans, tu vas pas devenir être le mec qui tire la gueule en permanence. Mais comment tu le vois que quelqu'un, en gros, quelqu'un qui vient postuler là-dessus, c'est sûr qu'au début, il va te sourire, il va te donner le meilleur de lui-même. Mais parce qu'ils sont passés par le format ils ont tous été animateurs pendant plus ou moins de temps. Donc nous, en fait, quasiment tous les recrutements CDI, c'est des mecs qui ont commencé par être simple animateur, entre guillemets, simple game master, donc à suivre les parties de Monsieur Tout le Monde qui viennent dans nos centres. En freelance. En freelance ou en petit contrat CDD ou contrat étudiant. Oui, donc tu as une phase. Il y a une phase où on se dit, le gars, il l'a fait 6 mois, 1 an, il est toujours aussi au taquet. C'est bon. Ça veut dire que ça peut être validé, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, donc tu as ton process qui est rodé. Et toi, en fait, c'est quoi tes éléments de contrôle une fois puisque tu n'es plus sur le terrain, de savoir qu'en fait, le manager, en gros, il maintient bien les équipes et que ça se passe bien, quoi. On a justement mis du coup une soupape entre nous et tous les employés. On a souvent un manager qui fait office là de tampon, parce que des fois nous, tu vois, c'est con, mais en n'étant plus dans l'opérationnel, on peut dire tiens, c'est bizarre, j'ai vu le planning de ce week-end, il y avait ça, mais en fait ça se trouve, ça s'explique par des choses qui ont été mises en place par des micro-process entre eux. Donc pour éviter d'être le gars relou qui tous les week-ends va pointer un truc, ça passe souvent par notre paratonnerre qui est le manager, qui lui va refiltrer et dire aux équipes, si c'était pertinent, il le dit, si ça l'était pas, il dit oui, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est géré, tu vois. Donc déjà, il y a moins comme ça de trucs, à un peu de flicage. Après, nous, ça ment pas. De toute façon, un truc comme ça, c'est comme les restos. C'est-à-dire, tu vas regarder la note Google Avis. Ah oui, c'est ça. En fait, le jour où tu commences à avoir que des 1 étoile, ou même des petites alertes, des 2-3 étoiles. En plus, maintenant, les gens, ils mentionnent, ils mettent pas juste 3 étoiles. Ils disent, l'accueil moyen, on m'a à peine dit bonjour. Là, tu as des signaux, tu vois. Et tu les as assez rapidement. C'est ça qui est bien. Et alors, du coup, ça t'est déjà arrivé? Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. Et tu fais quoi alors? Déjà, il faut identifier qui c'est. Ok. Parce que du coup, le problème, c'est que si tu balances une bombe atomique là et tu dis, inacceptable les gars, le niveau général, on fait plus ça, machin, ça se trouve, c'est un gars. Et c'était un gars parce que, je sais pas, la veille, il a planté sa voiture. Enfin, tu vois, ça peut arriver aussi. Donc, tant que c'est un cas isolé, on réagit pas trop. C'est quand il y a plusieurs phénomènes qu'on commence à mettre des choses en place, ou en tout cas à faire des réunions, quoi. Et comment tu fais? Parce que ça, c'est genre, mais non, rien à voir. Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Puis après, c'est leur problème. Enfin, tu vois, genre, en fait, pour démasquer un truc comme ça, c'est trop chaud. Et puis même, je pense que, tu vois, je sais pas, moi, un truc qui m'a fasciné, je fais une digression, mais on va y revenir, c'est quand Starbucks est arrivé en France, où en fait, ils formaient les équipes. Moi, je connaissais aux États-Unis, le prénom, le smile. Et j'avais un ami qui était étudiant à ce moment-là, qui avait embarqué et qui m'a expliqué toute la stratégie de Starbucks. Il avait vécu de l'intérieur. Donc, en gros, tu dois avoir le smile. Ils invitent aussi les équipes, ils les poussent à être en coloc, à vraiment vivre ensemble. Ça va loin. Okay. Pour que, il dit, c'est presque une secte derrière. Okay. Il disait, il faut vraiment qu'ils soient le plus potes possible pour que tu aies envie de venir au travail, qu'il y ait du smile, il y ait du soutien les uns avec les autres. Alors ça remonte, c'était il y a peut-être 10 ans, hein, donc ça a peut-être changé. Mais à l'époque, et
ça m'avait fasciné parce que je m'étais dit, je sais pas combien de temps ils vont pouvoir tenir avec ce mode de management parce que c'est pas français du tout. Parce qu'en fait, c'est hyper intrusif, mais en même temps, tu peux pas changer. C'est hyper dur d'apprendre à quelqu'un d'être sympa. Et en même temps, si tu veux te développer, t'es obligé. Et on le voit aujourd'hui, les quelques Starbucks que j'ai fait ces derniers temps. Ils ont carrément perdu le smile. Hein. Enfin, genre, en tout cas, moi, les endroits où je suis allé, c'est genre. C'est plus la promesse de. C'est plus du tout le truc. Et ça m'étonne pas parce qu'en fait, c'est très intrusif. Mais pareil, tu vois, si tu regardes, j'aime bien comparer. Tu fais McDo, KFC, Burger King. Le niveau de management, McDo, toujours clean. Les gens sont souvent polis. Ils vont peut-être pas sourire, mais tu sens que tu les fais pas chier. En tout cas, dans l'attitude, tu vois, t'as pas l'impression d'être client relou. Ils gardent leur calme et il y a une exigence de propreté et tout. Enfin, voilà, tu vas Burger King, KFC, t'as l'impression que tu les fais chier, ils sont là, il y a une nonchalance. Et je me dis, mais putain, pour moi, ça me fascine parce que là, on est dans du management, mais pur. T'as des gens qui ont pas vraiment envie d'être là, c'est des métiers pas super bien payés. Tu dois leur donner envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais en même temps, t'as pas envie de les manipuler non plus. Mais c'est le deal. Ce qui est bien avec le loisir, c'est que la récompense finale, c'est que t'as vu des gens s'éclater dans tes salles ou dans tes parcours. Donc sur ce que tu en retires, tu vois, au quotidien, ça te permet peut-être de durer un peu plus longtemps parce que quand même t'es exposé à très souvent des gens qui sont dithyrambiques, qui sortent de la salle, disent ouais, c'était génial et tout. Donc tu as ce côté-là où tu crées de l'expérience qui est cool. Après, nous, ce qui est compliqué, c'est que t'as beau avoir les meilleures salles du monde, si on t'a pas dit bonjour bien à l'accueil, si à la fin ton game master il t'a juste expédié, il t'a dit bah les boissons c'est là et la borne photo est là, il t'a ruiné le truc. Il t'a ruiné une salle qui coûte 80 000 euros et du coup toi tu lui as mis 15 euros d'acquisition pour ce mec là et à la fin le mec il te met 3 étoiles alors que t'as la meilleure salle du marché par exemple. Donc en fait nous c'est ultra bâtard parce que le produit en tout cas en France ne suffit pas. C'est-à-dire que si t'as pas l'accueil, t'as beau faire ce que tu veux, tu vas te faire déchirer. Mais comment tu fais? Parce que tu vois, en fait, t'es aux États-Unis, le mec il est payé pour boire, tu le vires en une journée. Genre, t'apprends qu'il a parlé mal à un client, il avait beau avoir un accident avant, tu dis ben non, je m'en bats les couilles, ce commentaire à 1 étoile, il me ruine un mois de le temps que je rattrape et tout, t'es dehors. Du coup, tout le monde est sous pression. Parce que déjà, le sourire, c'est le pourboire. Et en plus de ça, tu fais virer un jour. Donc en fait, presque naturellement, les gens ils vont tout faire pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Tu vois, c'est un peu ça. Aujourd'hui, le gars, il a un CDI, donc jamais tu arriveras à le mettre dehors, ou alors vraiment ça va te coûter une couille. Et puis en fait, lui, que ça se passe bien ou pas, à part de se faire un peu engueuler, mais c'est qu'il faut arriver à créer suffisamment de fierté d'appartenir à ta marque. Pour que tu te dises quand il y a un mauvais avis, c'est ce qu'on essaie de faire, je dis pas que c'est réussi forcément, mais que quand un mauvais avis tombe, moi ça m'est déjà arrivé, ça m'a rendu fier, que ça soit mon manager qui envoie un mail à tout le monde et dit les gars, ça c'est pas acceptable. Donc c'est à dire que tu as réussi à mettre le même niveau d'exigence pour que lui soit autant touché que toi, ou moi quand je vois un mauvais avis, ça me fait vriller. Il y a au tout début, alors, on a réussi à s'en détacher, mais au début on n'en dormait pas. Et en plus, ce qui est difficile, c'est que des fois, il y a de la mauvaise foi aussi côté client. C'est pas que un souci ça, je me suis de ton côté. Aussi. Il y a des dingueries. Il y a des gens qui affabulent. Parce que parfois, quand tu lis les commentaires, c'est dingue. Des gens qui disent, par exemple, qu'on a été désagréable, alors qu'en fait, le mec est arrivé avec 30 minutes de retard. Et nous, on a des créneaux toutes les 1h30. Donc déjà, on a dit, on est en mesure de vous faire jouer, parce qu'on peut dire aussi, ciao les gars, en fait. Votre créneau, il est mort. Dans 30 minutes, il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans la salle. On les fait jouer pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on leur dit bon, par contre, vous irez pas au bout du jeu parce que nous, il faut ranger la salle, etc. En apparence, merci, c'était génial quand même de nous avoir dépanné et tout machin. 2 étoiles ou 1 étoile derrière. Et tu sais que c'est eux. Et ça fait vriller. Donc tu peux avoir des trucs comme ça. Ou alors après, juste de la mauvaise foi ou pareil, quelqu'un peut, ça arrive, qu'il soit lui aussi énervé ou qu'il ait un truc et puis je sais pas, il se faisait chier dans le lobby. Il a la notif, tiens Google, vous êtes chez Escape Hunt, est-ce que vous voulez pas mettre un petit avis? Mais qui te met, des fois on a eu des 1 étoile sans aucune justification, rien, 1 étoile. Oui, puis après t'as de la concurrence aussi, parfois peut-être non. Ça a dû se faire, possiblement. À Bordeaux, ce qui est cool, on a une bonne entente générale, c'est-à-dire qu'on connaît à peu près tous les concurrents, on voit les têtes qui c'est, machin, donc quand t'as vu les gens, faire ça c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tu vois. Je dis pas que ça a jamais été fait, mais en tout cas on n'a pas eu trop de soucis là-dessus. Ce serait quoi tes conseils en recrutement pour quelqu'un qui doit recruter quelqu'un d'accueillant, comment dire, qui va faire ce poste rêvé
d'accueillir au mieux la personne? Bah, en vrai, faut, je pense, une mise en situation. Hein. Tu lui dis, nous, un temps, on faisait les recrutements comme ça. On disait, bah, c'est JB qui le faisait souvent. Il disait, tiens, bah, je vais te passer le téléphone là. Enfin, je vais appeler, donne-moi ton numéro. Et tu vas faire comme si tu étais à l'accueil d'Escape on Bordeaux. Et il dit, c'est pas grave, on s'en fout si tu connais pas le produit, le nom des salles et tout. Je vais t'appeler, je vais te poser des questions. Et déjà, on va voir si, tu vois, comment t'es. Et il se mettait dans une autre pièce et il disait, bah là, je pense que t'as pas souri, tu vois. Parce que ça doit s'entendre au téléphone, tu vois. Donc lui, il est possédé par ça et bah, ça marche plutôt bien en fait de faire comme ça. Après, on a fait une année, 2 ou 3 années d'affilée, on a eu un truc qui s'appelait les trophées de l'accueil. C'était organisé par la CCI et c'était trop bien parce que gratuitement, ils t'envoyaient un client mystère. Et du coup, tu avais un reporting ultra quali. Dès l'appel pour la réservation dans le centre, jusqu'à l'accueil, est-ce qu'on a dit bonjour, est-ce que si, la propreté, pendant le jeu, après le jeu. Est-ce que j'ai reçu un mail de merci à la fin, et ça, tu pourrais pas le faire toi? Et mettre en place un système du meilleur. Tu dis en fait tout le monde va y passer. Et en fait, il y aura on décerne le meilleur accueillant de l'année. Bon, il faut pas qu'ils regardent le podcast, mais en gros, le meilleur truc à faire, c'est même dire que tu le fais et il y a personne. Ah oui. Oui, de toute façon, tu gardes le mystère. En vrai, ils le font déjà bien. Toi, tu joues sur la confiance. Tu dis, j'ai envie de vous faire confiance. Ouais. Mais après, je pense que t'es encore à une taille où en fait les gens te connaissent, il y a un lien. Et donc en fait, d'une certaine manière, ce lien paternaliste, c'est pas le bon terme, ils disent, en gros, ils y tiennent, on a envie de respecter, ils nous font confiance, il y a un lien relationnel. Ouais. Parce que même si on fait en sorte que qu'on soit pas potes, c'est pas l'objectif. Hein. On s'entend très bien avec nos employés, mais on va pas forcément aller faire un truc en dehors du boulot en se disant tiens ce week-end on s'invite. Par contre, on fait beaucoup de moments conviviaux ensemble. Ouais. Et ça, je trouve que c'est cool parce que on est à leur niveau sur ces moments de convivialité. On parle pas boulot. Et donc du coup, pour dire je fais pas le taf, en fait, à chaque fois, ça voudrait dire quand même qu'ils nous voient Tarek et JB en se disant ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je les enfume quoi. Ouais. Et ça, du coup, c'est plus dur quand effectivement t'es encore un peu présent. Le danger, c'est si t'es plus jamais sur place et qu'il n'y a plus aucun moment physique, mais que des trucs, des rapports de remplis-moi un fichier Excel avec tes OKR, tes trucs du mois ou de l'année, bah là, ouais. T'as dû regarder, j'imagine que dans tes meilleurs films de toute la vie, il y a comment il s'appelle, le fondateur de McDo. Toi, t'es en train de monter avec Rush Game une franchise. Oui. Donc là, ce problème-là, tu vas l'avoir. Parce que l'image de ta marque, elle va dépendre d'entrepreneurs dans des bleds et dans partout, où s'il faut, ils vont faire du mauvais boulot. Alors moi, j'ai bien aimé dans le fondateur, tu as cette scène où en fait, il commence la franchise, puis là, c'est des genres de gros patrons dans un coin qui disent « Wow, génial » et tout, et puis ils mettent des gens, puis c'est sale. Je vois tous les process, c'est magnifique ce film. Et en fait, il voit que c'est sale, il voit qu'il y a des jeunes qui traînent et tout, puis après, il décide de dire moi, mes gérants, ça va être des anciens militaires en couple. Putain, je me souviens pas de ce détail. Brillant. C'est-à-dire qu'en fait, il dit ok, je veux des mecs discipline de malades, des bourreaux de travail, et couple, comme ça, ils vont être à deux. Et il y aura un côté maternant et paternel. Donc la boîte, ils vont la faire comme à la maison, tu vois. Ouais. Et à partir de là, il va être hyper exigeant sur les franchisés. Carrément. Alors qu'il va refuser les investisseurs, il va être là-dessus. Et je suis brillantissime. Ouais, parce que la stratégie là, avec les filles, c'est de se dire, au début, on s'est dit, on va viser des confrères en fait. Ouais. Parce que ça veut dire que si on va au tout début avec des gens qui ont déjà opéré dans des centres, ça veut dire qu'ils ont un certain niveau. Donc du coup, normalement, il y a beaucoup moins de dingueries qui vont être faites parce qu'ils ont déjà eu un centre d'escape game ou dans le loisir. Donc ça a été le premier truc. Et après, en fait, pourquoi il y a des dingueries? C'est parce que t'as pas de process. Ouais. Donc au début, là, les filles, elles ont taffé comme des malades pour qu'il y ait l'ensemble de la com jusqu'au moindre logo que tu vas mettre sur ta page Facebook, sur ton truc. En fait, tout est cadré. Si tout est cadré, déjà, sortir du cadre devient plus compliqué. Mais oui, après, comme tu l'as dit, tu peux avoir la meilleure com, la meilleure salle, la meilleure ambiance. Le mec de l'accueil, il sourit pas. Enfin, moi, je l'ai vu quand on est venu avec toute l'équipe. Là, on a fait un team building dans le Rush Game. Ouais. Tout le monde a adoré. Moi, je t'avoue que j'avais peur parce que je me suis dit, est-ce que c'est trop gamin pour des adultes, tu vois? Et en fait, carrément pas. Le best moment qu'ils ont eu de tout le séminaire. Merci. Tout le monde était en sueur et tout ça. Et
Et en effet, en fait, je sais pas comment expliquer, mais le gars de l'accueil, il joue un rôle essentiel. En plus, là, t'attends, t'as des moments, donc il a un rôle. Seul feedback que je ferai, c'est la machine à café, trop long. Ok. Tu vois, pour nous faire des cafés, on était là, on est tous en attendant, on peut pas avoir un café. Et finalement, moi, j'ai pas eu mon café. Je fais, bon, file-moi une bière alors. Ouais, bon, ça va, c'est cool. On a bien gagné sur la bière aussi. Ouais, voilà. Tu sais, c'est une technique en fait. Ah ouais? Non, pas du tout. T'imagines, les mecs, on pousse à la consommation de bière. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je me demande si. Ouais, le RH, alors, en fait. T'as raison pour la partie franchise, c'est que le mec porteur de projet, oui, tu fais un choix entre plusieurs candidatures. Mais par contre, lui qui va mettre aux opérations, là on est en aveugle. Ouais. Donc oui, le gars à Strasbourg, si c'est une buse à l'accueil, bah, alors après, je pense que le gars au-dessus, il y aura un paratonnerre parce qu'il va commencer à avoir les avis. Ce qui est bien en plus quand tu es dans une franchise, c'est que le niveau d'avis du premier centre, vu que c'est un produit standardisé, tu es censé obtenir ça dans n'importe quelle ville. Ouais, donc dès qu'il y aura un moment de dérivation, théoriquement, tu es censé pouvoir agir, quoi. Et toi, aujourd'hui, c'est ton feeling, c'est d'être, comme tu disais, à chaque fois de sentir les tendances. La grosse tendance pour toi, c'est l'action game, c'est comme ça qu'on dit, hein? Ouais, l'action game, c'en est une. Et du coup, tu peux nous en parler un peu? Ouais, en fait, ça fonctionne bien puisqu'en fait, on va s'adresser aux gens qui veulent pas trop réfléchir. Ouais. Et c'est un peu la promesse d'origine des escape games. Alors qu'en vrai, les escape games, maintenant, ça a beaucoup évolué. T'as beaucoup de choses qui ne sont pas... au début, les escape games, franchement, les premiers que tu jouais, c'était l'enfer. C'était des séries d'énigmes mathématiques, c'était un Cluedo infernal, avec des cadenas, des trucs. Voilà. Donc le truc vraiment qui est pas du tout dans l'air du temps. L'escape game a évolué vers de la techno et plus de manipulation. Ah, ok. Mais du coup, l'action game s'est engouffré dans la notion de... On veut de l'adrénaline, de l'adresse... et on veut pas trop se prendre la tête. Et donc du coup, si tu coches ces 3 trucs, tu obtiens l'action game parce qu'en gros, tu vas passer de salle en salle, tu vas faire plein de micro-défis. C'est une sorte de Fort Boyard simplifié. Ouais, c'est génial. Et en fait, il y a zéro prise de tête. Il y a pas, ouais, mais Bernard, il aime pas les thèmes qui font peur. Jean-Louis, il faut pas un truc trop comme ça. Qui a joué tel thème? Là, c'est simple. Après, il y avait de la musique aussi à ce côté, toujours le fan dans le. C'est ça. Et donc, du coup, après, le défi, c'était dans les 10 défis. Les filles, elles ont dit, nos associés, comment on va avoir un peu pour contenter tout le monde dans chacun des cabines que tu vas traverser. Donc, le côté karaoké. Bon, ça fera toujours plaisir de chanter. Le côté un peu cambriolage. Le côté basket pour ceux qui aiment bien le sport. En fait, du coup, tu as des micro-briques dedans où à la fin, tu sors globalement sur les 10. Tu en as toujours une ou deux que tu as préférées. Et c'est pas la même pour tous, et c'est ça qui est cool. Donc ça, c'est... Tu penses qu'il y a une grosse opportunité pour aussi... Donc toi, aujourd'hui, tu cherches des gens qui ont de l'expérience là-dedans, mais imaginons un entrepreneur, rien à voir, il se dit, putain, là, il y a un filon. Tu penses que ça peut être intéressant pour lui? Bien plus que l'escape game l'était. Et l'est encore. Parce que vu qu'on a standardisé un produit via le taf qui a été fait au tout début par nos associés, en gros, on te le livre clé en main. Et c'est un parcours qui est automatisé. Là où dans l'escape game, tu vas ouvrir un centre où il y a plusieurs thèmes, donc plusieurs chantiers dans différentes salles, des prestataires qui ne sont pas forcément identifiés parce que le marché il est éclaté. Donc aujourd'hui, si tu as zéro expérience dans le loisir, en vrai, monter un escape game, je ne conseillerais vraiment pas du tout. Parce qu'en plus, le marché est saturé. Donc quand tu vas arriver dans une ville qu'il y a à Bordeaux, c'est qu'on est 15 ou 16. Donc tu vas être le 17e. Et donc tu vas mettre combien dans tes salles pour être direct sur le marché, un truc à faire absolument peut-être le double de toutes les salles qui ont été déjà faites, tu vois. Et avec pas la garantie aussi de tout de suite marcher en plus. Tu vois. Donc c'est un ticket de combien pour commencer un action game? Là, avec Rush, il faut compter quoi? C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros? Ouais, c'est entre 300 et 400 000 pour ouvrir un centre. Ah oui, quand même. Ouais, parce que tu as quand même tout le parcours, tous les tafs quand tu as un ERP à créer, donc un établissement recevant du public, y a toutes les galères de porte de sécurité, l'incendie, la clim à poser. En fait, du coup, tu rentres quand même dans un truc qui est assez costaud, mais ça veut dire que avec 10-15% d'apport de ce montant-là, il y a des banques qui regardent. Et elles regardent aussi parce que Rush, vu qu'il y a nos 2 associés plus JB et moi, le background derrière qui est regardé, c'est que en fait, ça fait 10 ans que globalement, il n'y a que des boîtes dans le loisir qui ont été montées et qui marchent. Donc, c'est, je pense, plus simple aussi à financer. Oui, puis il y en a déjà un, comme on le disait au début. Il y a déjà eu un succès. Donc, en fait, en gros, ils vont regarder à l'historique.
qui est en train de se construire. Ouais. Là, ce qui nous fait du bien, c'est que Paris est donc, on a commencé par Bordeaux il y a 1 an et demi, 2 ans, et on a déjà Paris. Et Paris, ça va être le meilleur pourvoyeur de candidats. Bah ouais. Parce qu'à Paris, les gens vont jouer. Sur la masse de gens qui vont jouer, il y a tous les mois 2-3 mecs qui vont se dire, bah, faut que je le fasse ça. Tu vois. Donc on aura presque plus besoin de recruter. La deuxième, ce qui a été dur, c'est amorcer la pompe. Maintenant, ce qui va être plus difficile, c'est de bien sélectionner qui sont les profils avec qui on va s'engager. Les candidats, ouais. C'est ça. Bah, merci Tarek pour ces infos, cet échange. Et puis, je trouve ça cool de proposer un concept comme ça qui est nouveau, en dehors du digital. Ouais. C'est comme ça qu'on te présente souvent là, quand tu fais des podcasts. L'homme qui est dans une industrie un peu mystère. Ouais, bon, non, c'est juste du loisir, les gars. Ouais. Merci Tarek. Merci à toi. Merci David. Chers parents entrepreneurs, tu n'as pas besoin de nouvelles routines ni de la dernière stratégie IA ou le hack de développement personnel pour développer ton entreprise et tenir bon. Ce que tu as besoin, c'est de principes solides qui vont t'aider à tenir dans le temps. Je te promets pas de faire des millions, je te promets pas le petit hack qui va tout révolutionner. Moi, ce que je te propose, c'est des principes solides qui vont t'aider à tenir dans le temps. Si tu es parent, tes enfants, tu sais que tu rentres dans une nouvelle dimension temporelle. Tu es parti pour un long moment. Et ce que tu veux, c'est une entreprise solide qui va t'aider à construire dans le temps, te donner de la liberté, mais aussi bâtir un héritage pour tes enfants. Et c'est ce que je te propose dans cette formation, les 12 principes pour t'aider à apaiser ton esprit dans les moments de difficulté, dans les tensions de la vie de famille, pour tenir bon dans la durée. Je m'appelle David Bonhomme, ça fait plus de 17 ans que je suis entrepreneur. J'ai monté 2 sociétés. Une, on est passé de 160 € à 4,7 millions. L'autre de 0 à plus de 2 millions. J'ai plus, dans des périodes de pic, géré plus de 60 salariés. Ça fait plus de 15 ans que je suis marié avec Hélène. 4 enfants, des jumeaux et des gars et des filles. Et ce qui m'a aidé à tenir, ce sont des principes solides que j'ai appris d'entrepreneurs qui ont fait des belles carrières ou des millions, par certains des milliards, et qui ont réussi à tenir dans la durée. Et pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont leur parcours professionnel, leur parcours personnel et familial. Et je suis allé rencontrer ces gens-là et j'ai adopté leurs principes. J'ai transformé leurs leçons d'expérience en principes que je te partage là pour t'inscrire dans la durée, avoir une entreprise solide au service de ta famille avec des relations fortes qui vont tenir dans le temps. Je te laisse découvrir ça.